Alors du coup, pour présenter un peu rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Magali Germont. Aujourd'hui, en fait, je co-pilote la factory valorisation des données de chez Digital 113 avec Simon Bretin qui va nous rejoindre, avec Marie Saunier qui devrait nous rejoindre aussi, et avec Gaëlle côté Montpellier. Donc nous, nos objectifs en général, c'est de faire des interventions entre midi et tout, et autour de sujets concernant la mise en valorisation des données, tout secteur, toute filière confondue. Ce qu'on aime bien, c'est le format entre midi et deux, où on essaie de présenter un sujet global avec, si possible, un thème, un retour d'expérience et évidemment une partie aller-retour, questions-réponses. Voilà. Grosso modo, voilà, là, c'est nous. Donc, on a essayé d'équilibrer la partie Montpellier et Toulouse. Et alors, historiquement, il y avait deux factories, une à Montpellier, une à Toulouse. Et aujourd'hui, on travaille main dans la main. On trouve que c'est plus sympathique et ça ouvre le champ des possibilités et des sujets. Et ça permet des vraies interactions entre l'écosystème de Montpellier et celui de Toulouse. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est de regrouper des sociétés actives dans la valorisation des données et de présenter les différents aspects, aussi bien réglementaires, juridiques. Donc on pose vraiment des sujets très différents qui peuvent être autour en effet de la RGPD, de la protection intellectuelle. Aujourd'hui, on va parler d'éthique. On essaie de rester fidèle à un atelier visio par mois, ouvert en général. Alors c'est des ateliers uniquement pour les adhérents, mais c'est vrai que depuis un an, en fonction des sujets, on ouvre de manière plus globale à l'extérieur. Voilà. Et le format, c'est toujours à peu près le même, un atelier, une conférence, un REX, en essayant de rendre ça le plus dynamique et vivant possible. Voilà. On fait toujours passer le message que nous, on est vraiment ouvert à la participation des autres membres de la Factory et de Digital 113 et au sujet. On est très intéressés par vos sujets d'appétence, parce que si ce sont vos sujets d'appétence, ça veut dire que c'est le sujet d'appétence de tout le monde. Et nous, des fois, on est un peu à court d'idées. Donc, on est vraiment intéressés. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit Simon, Gaëlle, Marie ou moi, si vous avez des idées ou si vous voulez vous impliquer avec nous. Voilà. Ça, c'était pour la présentation de la Factory. Donc, du coup, on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Alors, je suis un peu gênée parce que je présente le sujet, je vais un peu me présenter aussi. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'était de parler d'éthique du digital, donc de vous présenter un petit peu les pourtours. On parle beaucoup d'éthique du digital aujourd'hui et entre autres, on parle de labellisation éthique. Donc, on a fait venir Adélia et entre autres Jérôme Béranger qui va nous parler justement d'éthique du digital, présenter un peu les concepts et présenter le label Adèle qui existe déjà depuis plusieurs années et qui permet de labelliser des traitements digitaux, mais également des algorithmes d'intelligence artificielle, donc avec un regard éthique. Et pour illustrer toute cette partie un peu théorique et un peu démo, on a fait venir Manuel Darocha qui va nous donner son témoignage puisqu'il vient d'être labellisé Adèle. Voilà. Donc, je vais lancer la présentation du coup d'aujourd'hui et je vais laisser la parole à Jérôme. Alors, hop, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Eh bien, parfait. Bon, du Vas-y, coup, Jérôme. je reprends le flambeau. Merci Magali pour la transition et l'avant-propos. Donc peut-être que pour me présenter en quelques mots, donc je suis Jérôme Béranger. Moi, je suis à la base plus chercheur dans tout ce qui est l'éthique appliquée au numérique depuis une dizaine d'années. Auparavant, j'étais plutôt consultant pour les directions des hôpitaux.
Et j'ai une double casquette. Je suis à la fois dirigeant d'Adelia, donc c'est la société qu'on va vous présenter rapidement et décliner par rapport à nos offres et services, notamment autour de l'éthique du numérique. Et j'ai une casquette de chercheur associé à l'INSERM dans l'équipe d'Emmanuel Rial-Sebag, qui est au niveau du CERPOP, qui est spécialisé dans tout ce qui est l'approche juridico-éthique autour des données numériques, des objets connectés, notamment dans le domaine de la médecine. Donc, quand on présente Adelia assez vite, c'est une société qui a plusieurs domaines d'activité. Donc, on est vraiment orienté sur la valorisation de la donnée, que ce soit associé au deep learning, à l'IA, au machine learning, aux analyses de small data, de la gouvernance, de la stratégie et la politique autour de la donnée, de la gouvernance. Et on fait aussi de l'évaluation du numérique, où on a qu'on décline sous différents services, notamment le label ADEL. Donc, pour faire le distinguo, c'est le label ADEL, moi, ça vient de travaux de recherche que j'ai effectués il y a plus d'une dizaine d'années à l'Université de Marseille de médecine, et que j'ai développé au fur et à mesure toute une méthodologie d'évaluation éthique sur le sujet. Et c'est vrai que ça s'est décliné en la société ADEL autour de tout ça. Donc, si vous voulez, on a trois pôles de services bien distincts, mais qui sont transversaux et qui sont interreliés. L'idée, en fait, c'était vraiment de s'appuyer sur du savoir-faire autour de l'algorithme, de l'IA et de la data stratégique que la société Axiolis faisait au fur et à mesure, donc dans l'exploitation de la donnée, avec des data scientists, de l'accompagnement de la stratégie, de la data visualisation, et à ça, on y a ajouté le savoir-faire donc c'est des départements Ethics, Digital Ethics, sur des évaluations, des méthodes d'évaluation, d'accompagnement éthique, du conseil, autour vraiment de cette approche-là pour les entreprises. Donc, si on peut aller à la slide suivante. Voilà. Donc, du coup, bon, l'objectif de la réunion, c'est vraiment de faire un focus sur l'éthique. Donc, nous, l'approche qu'on a depuis des années, c'est de se dire que l'éthique, à la base, est une pensée en mouvement, c'est donner du sens à quelque chose et tendre vers un meilleur comportement, un meilleur usage, et notamment de la technologie. Et donc, du coup, ça doit aboutir à des règles de bonne pratique qui s'appuient sur des concepts, des principes, des principes éthiques qui sont reconnus au niveau national et international. Et l'idée de concilier l'éthique et du numérique, qui finalement, d'un point de vue naturel, c'est assez antagoniste, et bien finalement, on s'aperçoit que quand on les intègre dans ce qu'on appelle un système socio-technologique transversal, avec cette notion d'éthics by design, qui progressivement, nous, on développe depuis une année la notion d'éthics by évolution, c'est-à-dire c'est quoi? C'est d'y intégrer pendant la conception, la mise en place, l'usage et le suivi d'un projet digital, et ben, c'est des préconisations, des recommandations éthiques pour justement aller être en phase, comme une régulation en phase avec l'évolution d'un projet digital. Cela peut se traduire selon 6 grandes familles d'éthiques qu'on a structurées, qu'on a développées, qui sont un peu comme une boîte à outils très structurante qui permet d'être le squelette finalement de nos évaluations éthiques. C'est dire finalement un projet digital, c'est assez complexe et il ne faut pas raisonner en silo mais en systémique, en transversabilité, c'est-à-dire que dans un projet digital, il y a des données, énormément de données numériques qui vont être alimentées et exploitées par des algorithmes. Et du coup, on a aussi donc ces différentes familles d'éthique de la donnée, toutes les questions autour de la donnée, est-ce qu'elles sont biaisées, est-ce qu'elles sont accessibles, est-ce qu'elles sont référentes, intègres ou pas, et comment elles sont organisées. Et l'éthique de l'algorithme, c'est tout ce qui est la faisabilité, la robustesse, les finalités, le biais ou pas, l'interprétabilité, la transparence autour de l'algorithme. L'éthique des systèmes, c'est tout ce qui est l'ergonomie autour du système d'information ou de l'application intelligente ou digitale, qui est sur la performance du système par rapport à l'utilisateur et à la société. Et enfin, les 3 autres dernières éthiques, c'est l'éthique de l'environnement, du contexte, et de l'environnement pas forcément écologique,
mais il faut dire que ces projets digitaux interagissent directement, voire indirectement, avec les contextes qui sont sociaux, politiques, religieux. On le voit avec l'épisode du Covid. Forcément, les applications de la télémédecine n'ont pas la même portée, la même intérêt maintenant qu'il y a 2 ans, 1 an, 3 ans. Et donc ça, c'est l'éthique des contextes. Et l'éthique des pratiques et des décisions, c'est toutes les questions autour de l'utilisateur, autour des finalités, comment on va utiliser l'application d'intelligence artificielle ou pas, quelles sont les décisions qui sont prises automatiquement par des développeurs qui vont intégrer et scénariser et incorporer finalement dans le code la façon que doit se comporter l'application de santé ou d'autres secteurs d'activité. Nous, on ne fait pas que la santé, on fait aussi les assurances, les mutuelles, la finance, l'aérospatiale, l'aéronautique. On peut décliner ces évaluations-là, on peut les décliner dans tous les secteurs d'activité. Il y a 80% par contre de l'outil, du template qui est commun à tout, et il y a 20% de la grille d'évaluation qui évolue en fonction de la nature du système d'information ou de l'application digitale qu'on audite et qu'on labellise, et aussi par le secteur d'activité, forcément par la sémantique et les autres. Je veux bien la suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, bon, là, je vais assez vite, mais c'est pour vous dire, voilà, la notion qui revient depuis quelques années, notamment par la CNIL ou les différents ministères du numérique, c'est cette notion de loyauté d'un algorithme. Donc, dans la loyauté de l'algorithme, on retrouve les notions qui parlent, qui sont assez fédératrices, universelles, telles que est-ce que cet algorithme est transparent, est-ce qu'il est explicable, quels sont les résultats, est-ce que ces résultats, finalement, ces données de sortie, sont justes, précises, elles prennent les bonnes décisions au bon moment pour le bon profil de personnes, etc. Est-ce qu'il y a des biais, des jugements de valeur, de la discrimination et l'encadrement, est-ce que dans cette loyauté, il y a aussi cette notion de responsabilité et de régulation et c'est tout ce qu'on appelle l'alliance homme-machine-environnement, cette humanité autour de ça. Je veux bien là-dessus. Alors, pour rendre un peu plus concret et pragmatique et structurant mes propos, donc là vous avez une espèce de pyramide d'indicateurs. Donc, on retrouve comment on peut par des concepts et finalement des principes, des différentes familles d'éthique qu'on a mis à gauche, que je vous ai cité tout à l'heure, enfin juste avant, et comment on peut les décliner en notions qui sont terrain et qui parlent, et parce que c'est tout l'enjeu finalement c'est bien de faire de l'éthique, mais c'est encore mieux de faire de l'éthique appliquée, quoi. Parce que pour les entreprises, c'est bien, ils ont des chartes éthiques, c'est très bien ça, les chartes éthiques, mais à un moment donné, c'est pas comme ça qu'on apporte de la confiance, qu'on acquiert de la confiance vis-à-vis de la société ou de ses potentiels clients ou autres. C'est justement la déclinaison de cette charte éthique par, nous, c'est ce qu'on vend généralement en accompagnement, soit d'une licence d'exploitation, un outil d'amélioration continue en interne à partir de ce schéma-là, soit un label en tant que tel, comme tiers de confiance, je vous l'expliquerai après. Et donc là, vous voyez les différentes familles d'éthique qui sont déclinées par différentes notions, qui sont impactées directement par cette famille d'éthique et qui permet d'être des critères, des métriques qui permet d'évaluer toute la conception, la mise en place, l'usage et le suivi d'un projet digital et essayer qu'il y ait de moins de trous dans la raquette. Et on le voit bien, moi j'avais été auditionné à l'Assemblée nationale il y a 2 ans et demi pour le RGPD, avant qu'il légifère et qu'il promulgue la loi RGPD, du coup, donc pour la protection des données numériques, et comme conseiller expert, et leur dit, c'est très bien, mais vous avez fait un tiers du chemin, finalement, on peut être RGPD compliant, mais pas forcément éthique, parce que votre RGPD renforce les droits, c'est vrai, de la protection des personnes, c'est un fait, au niveau de leurs données, mais aussi, si vous voulez, par contre, l'algorithme en tant que tel, les finalités, la pratique, ils ont fait le début, le socle de la pyramide, mais il y a toute la suite qu'il faut faire aussi, et c'est là où
l'éthique, la régulation éthique qu'on a mis en place depuis des années est un complément du juridique. Nous, on est là pour accompagner. On a une temporalité dans un projet qui est en amont, pendant et après. C'est le but même, le principe même de ces approches autour de l'éthique. Et le juridique, il est plus là finalement en aval à la fin pour sanctionner s'il y a besoin, si les comportements ne sont pas tolérables ou pas. Je veux bien la suite. Alors là, je vais vous présenter la plateforme, comment elle a été conçue. Donc, c'est une plateforme d'évaluation en ligne, justement, qui permet d'évaluer, sur lequel notre label, finalement, s'appuie, et tous nos outils qu'on met à disposition aussi des entreprises pour les acculturer, pour les accompagner. Vous retrouvez, alors, cette plateforme, elle a pour cible, elle peut évaluer à la fois des systèmes numériques, des bases de données, des plateformes d'information, des biostats, des projets Big Data, de l'IA, vous verrez après, l'IA évolutive ou non. Et donc, c'est la base d'un audit semi-automatisé qui permet cet audit de labellisation permet d'être automatisé. Donc, vous verrez après par des captures d'images, vous avez des mises en ligne d'un questionnaire de peu près qui peuvent aller pour une labellisation de 150 à plus de 200 items bien précis et qui vont alimenter des réponses, des diagrammes radars qui apparaissent. Donc, on va générer automatiquement, voire semi-automatiquement, s'il y a toujours 2-3 rajouts à rajouter à la main pour personnaliser les réponses, les conclusions finales de l'audit pour la validation de la labellisation. Eh ben, on génère des diagrammes radars sur la situation du projet digital selon différents découpages, soit par des découpages autour des familles d'éthique, si ça leur parle, plus sur des secteurs d'activité. Là, on a l'exemple avec le diagramme radar. Vous voyez bien, on a en termes de non-malfaisance, donc ne pas nuire à une personne, ce projet digital, il est à un score très faible, il est à 0,5 sur 4. Donc ça pose problème. Par contre, en termes de justice, égalité et équité, en niveau sociétal, il est très bon. Et et à chaque fois, on décline des préconisations et des recommandations pour améliorer la situation. Vous l'aurez compris, l'objectif final pour une entreprise, c'est d'avoir tous les scores qui tendent vers un 4 sur 4, ou en tout cas, ils prétendent. On a d'autres découpages aussi. C'est par différentes étapes du cycle de vie de la donnée, on peut savoir si au niveau de l'acquisition de la donnée, du stockage, de l'exploitation, de la restitution, de la visualisation, de la valorisation de la donnée du projet digital, où on en est avec des scores éthiques. Et aussi, un autre découpage possible de diagramme radar, c'est sur les notions phares. Comme vous l'avez vu sur la pyramide, on peut faire des focus sur la transparence, sur la cybersécurité, sur peut-être l'écologie by design, on adapte les templates et les items associés au découpage en fonction aussi de l'évolution des choses. Je veux bien la suite. Donc là, je vois le temps qui file, donc du coup, je vais aller vite, mais là, vous avez les caractéristiques technologiques, on va dire. Donc, c'est une plateforme qui est en ligne via Internet, qui est adaptable dans tous les moteurs de recherche, hormis, bien sûr, Internet Explorer, qui est maintenant obsolète. Et elle a des fonctionnalités totalement flexibles, avec des ajustements de pondération, de scoring, qui génèrent des rapports d'évaluation, et avec des tableaux de bord, de supervision, de préconisation, de scoring assez développés. Et on a des captures d'images à côté pour vous montrer ce que ça peut donner, mais on va faire après une petite démo de 5 minutes sur la plateforme en ligne, justement. Alors, pour aller plus vite là, je vous ai parlé du label en tant que tel. Ça fait partie d'une des 3 offres ou prestations qu'on peut faire par rapport aux entreprises. Donc, on est un label vraiment qui va évaluer l'éthique de l'ensemble d'un projet digital. Il se décline selon deux niveaux. Ce qui est important, c'est un niveau, ce qu'on appelle le label ADEL basique, c'est cette évaluation systémique
de près de 150 à 200 items spécifiques pour tout le projet de la conception, mise en place, usage et suivi du projet digital, donc avec tous les secteurs d'activité qu'on vous a prétendu. Et le deuxième niveau, c'est si on applique maintenant le label à une application intelligente, donc d'IA, qui se veut évolutive dans le temps, parce que l'idée, c'est d'aller encore plus et de faire évaluer l'engagement éthique de l'algorithme. Ça sera un focus que Magali vous présentera après mon intervention, où on rentre vraiment, on va tester via un algorithme, les algorithmes et les bases de données du projet d'intelligence artificielle évolutif, notamment des critères comme la fiabilité, l'interprétabilité, qualité, robustesse, discrimination et autres qu'on développe au fur et à mesure, et c'est un complément. Et ce qu'on fait, c'est qu'après l'obtention des labels là-dessus, 6 mois après, on refait un jeu de ces tests-là, 6 mois après, pour regarder si les scores n'ont pas évolué dans un bon sens ou dans un mauvais sens, parce que forcément, entre-temps, l'application intelligente, elle a été entraînée par de nouveaux jeux de données, et donc du coup, peut-être qu'un score sur 100, je ne sais pas, pour la discrimination qui était de 10 sur 100, sera peut-être 6 mois plus tard de 30 ou de 40 sur 100, et donc du coup, là, il y a tout un rapport d'accompagnement, de préconisation pour réajuster le tir qui permet de ça. Mais c'est très important, c'est tout le cœur de l'idée de l'éthique by évolution. C'est pas uniquement un label à l'instant T, mais dès qu'on va toucher à de la techno qui est évolutive, il faut qu'il soit évolutif aussi. Sinon, il n'est pas pertinent. Je veux bien la suivante. Donc là, vous avez le process, on fait une étude. Alors, comment ça marche pour l'obtention du label? Donc, ça fait, nous, avec ADEP, ça fait plus de 4 ans que je l'ai mis en place et qu'il y a vraiment plein d'acteurs, que ce soit des startups, on verra avec après, avec la présentation de Manuel Darocha pour Codex, qui est un exemple type. Mais ça peut être aussi pour des grands groupes, ça peut être pour de l'IA, pour des projets Big Data. On l'a fait avec l'ICO, le Centre Cancérologie Grand Ouest, pour le projet Big Data. Ça peut être pour la clinique Pasteur, on l'a fait pour la clinique Pasteur pour le système d'information hospitalier, donc dirigé par Dominique Pont, etc. Et là, on le fait aussi dans le monde de l'assurance et de la finance progressivement. L'idée pour aller vite, c'est quoi? C'est qu'on fait on analyse du contexte, on fait une pré-construction du template adapté vraiment au contexte du client, mais qui reste très figé après, hein, ça ne va pas évoluer. En mode label, on fait un questionnaire en ligne via la plateforme, ce qui génère un rapport d'audit avec des diagrammes radars livrables à télécharger, etc. On leur demande, ça reste de l'autodéclaration, on leur demande des pièces justificatives en fonction du résultat plus ou moins élevé, qui permet justement de valider, entérimer le score. Et s'il y a besoin, on peut aussi faire un accompagnement, un suivi autour de ça pour l'obtention. Et le niveau ADEL Premium, en plus, on rajoute la brique de tests d'engagement éthique et de voir les résultats qui apparaissent. Je veux bien la suite, s'il te plaît. Et là, pour aller assez vite, les deux autres offres à partir de la même base de référentiel qu'on a, c'est que ça a été une demande depuis quelques années, depuis 2 ans pour les grands groupes notamment, c'est qu'ils veulent, eux, cet outil de plateforme d'évaluation qu'on fait pour le label, ils veulent un outil d'amélioration continue en interne pour s'acculturer, pour s'auto-évaluer eux-mêmes et pour préparer des potentiels labels aussi. Et donc, du coup, on travaille avec eux un template qui ne dénature pas notre template de base de label, mais qui répondent vraiment à leurs attentes par rapport aussi à leurs engagements et aux valeurs dont ils croient par rapport à leur charte éthique de l'entreprise. Et c'est un outil qui est très fédérateur pour eux, où ils mettent autour de la table toutes les différentes dimensions, que ce soit le juridique, les RSE, ça peut être la communication, ça peut être aussi forcément le corps de métier, les ressources humaines, etc. Donc vous voyez que c'est un outil qui est très stratégique et qui est important. Il développe même, on a l'exemple avec L'Oréal, il développe même des départements de l'éthique du numérique, appliqués au digital, etc.,
On travaille actuellement en début de mission avec le groupe Vive. Et là, ils ont aussi une politique de développement de toute une acculturation et une structuration autour de l'éthique du numérique pour leur groupe et pour leurs différentes entités aussi avoir un maillage, un encadrement éthique du numérique pour leur écosystème, que ce soit professionnel et aussi adhérents clients et patients. Et la dernière offre, c'est plutôt de l'accompagnement digital. On les aide à développer. Il y en a qui demandent qu'on rédige avec eux une charte éthique appliquée au numérique, que ce soit dans le secteur bien précis, ça peut être pour les smart cities, sensibiliser les acteurs. Donc, on va créer des ateliers de formation. Pour Sanofi, là, on est en train de finaliser un livre blanc autour de leur transformation digitale et l'importance de l'éthique. Ils ont fait tout un projet pilote autour de ça. Voilà, c'est assez multiple. Finalement, on s'adapte en fonction et on essaie de répondre au mieux aux attentes et aux exigences de la société civile et différentes organismes. Ça peut être pour la région, ça peut être pour des territoires, pour les institutions. Là, on travaille actuellement je suis référent national pour l'éthique au niveau du plan Ma Santé 2022, donc dirigé par Dominique Pont et Laura Letourneau, et en copilotage avec Brigitte Serroussi, et on est en train de développer tout un outil d'évaluation éthique qui peut être transformé en label, aussi pour les systèmes, focalisé uniquement sur les systèmes d'information hospitaliers, et donc avec la même démarche. Donc, on a fait des groupes de travail avec des experts au niveau national et on est en train on est dans la phase finale de vagues pilotes avec des établissements dans toute la France et pour éprouver le label, la potentiel label ou une certification. Je veux bien la suite. Donc là, je vais vous faire la démo. Alors, du coup, il faut que je prenne la main. Alors, comment je Alors c'est bon, tu peux prendre la main. Ouais. Alors attends, je suis en grand écran. Quitter le mode grand écran. Voilà. Alors. En bas, tu as écran partagé. Verte. Alors, écran partagé. Voilà. Partagé. Est-ce que vous voyez mon écran là? On voit ton écran. On voit ton écran, Jérôme. Ok. Donc là, je rentre. Je suis dans la plateforme. Enfin là, je suis dans le démarrage de la plateforme. On met un login et un mot de passe administrateur. Ah oui, parce que je ne l'ai pas réactualisé. Donc on va le refaire. Hop. Voilà. Donc du coup, alors attends, ça il faut que je l'enlève, ça gêne. Voilà. Ce que je vais vous faire une démonstration. Donc j'ai des fichiers là, c'est un peu tous les clients, les établissements, sans entrer en détail par rapport aux différentes missions. C'est pas l'objectif là. Donc je vais prendre la démonstration. Voilà, démonstration. Tac. Donc là, je vous ai mis 3 niveaux de template. Finalement, c'est en construction, un template qu'on est en train de faire pour tel secteur d'activité. Donc là, on est au début. Celui-là, on l'a transformé et il est validé. Et là, il y a un client qui est en train de le remplir. Donc, il a rempli 23,3% de tous les items. Et celui-là, le template, il est rempli. Et le client, il peut télécharger directement ou à l'administrateur pour le label directement le rapport, pour le faire d'ailleurs. Le rapport, donc j'ai pas une bonne connexion, donc peut-être que ça va prendre 30 secondes, mais l'idée c'est juste vous montrer que ça génère automatiquement un rapport d'une quarantaine, une cinquantaine de pages avec les différentes cartographies, préconisations et même annexes avec le détail de tous les scores et les sous-scores. Alors, je devrais me mettre à la fibre. Alors, je crois que voilà, c'est bon, il est arrivé. Donc là, il est en mode PDF parce que c'était comme si je l'avais téléchargé
en tant que client pour un outil d'amélioration continue, mais c'est la même démarche pour le label. Donc là, alors là, c'est des exemples, on ne met que des X, mais du coup là, on remplit, ça automatiquement, tout se génère. On a des différents scorings qui apparaissent. Donc là, on a le score, là, le potentiel client, il a un score d'éthique de 68 sur 100. Et je pourrais grandir d'ailleurs un peu plus. Et on a aussi un questionnaire de moyens mis en place, c'est-à-dire qu'on évalue les moyens mis en place pour aboutir à ce score-là, qui permet d'être une variable d'ajustement. Donc du coup, après, on a différents découpages possibles sur différentes valeurs de conception, de gestion, d'usage autour du système d'information qu'on audite. On a les différents scorings par secteur d'activité. Après, on a des diagrammes, donc là, on le voit un peu plus, donc là, on peut détailler. L'idée, c'est que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme, elle est en train, en parallèle, d'être en V2 pour être totalement en mode français ou en anglais. Et on peut, en un curseur, la transformer parce qu'on a de plus en plus des clients qui arrivent qui ont, forcément, vous prenez un L'Oréal, vous prenez je ne sais pas, un Airbus ou autre, qui peuvent, eux, ce qui les intéresse, c'est toute la traduction en anglais, parce qu'ils sont en mode international et c'est compréhensible. On a un autre scoring possible avec les différentes étapes du cycle de vie, comme je vous ai dit. Et donc là, on a le tableau plus le diagramme radar. Et là, on a par thématique. Donc là, actuellement, on avait mis les notions de gouvernance en avant, process, la responsabilité, la sécurité, la transparence, la confidentialité, la diversité socio-culturelle, qui est une notion phare. On peut mettre aussi l'environnement. Dans un autre secteur, on a l'environnement mis en avant, etc. On aboutit après avec, si vous voulez, donc on a une conclusion finale avec le détail et on a après, donc ça, on a le détail des réponses et on a les préconisations qui apparaissent, prioritaires et secondaires selon la nature, la pondération de l'item, s'il est important ou pas. On a des préconisations qui se génèrent tout ça automatiquement et à la fin, on a même des annexes, les annexes au détail de tout l'audit, plus le glossaire pour des notions phares qui ont alimenté le truc. Alors, comment je fais pour entrer ah oui, pour revenir. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Est-ce que j'ai encore 2 minutes, 5 minutes? Oui, mais il ne faut pas trop que tu tardes quand même. Enfin, tu as 2 minutes. Ouais, j'ai 2 minutes. Bon, je voulais juste vous montrer ce qui pouvait être intéressant, comment ça fonctionne. Moi, je suis, admettons, je veux construire mon template parce que j'ai un nouveau secteur d'activité où je veux mettre un label. Et donc là, je construis directement mes items. Donc là, j'ai l'item, vous voyez, tac. Là, j'ai le domaine de compétences, c'est-à-dire que la personne qui va répondre à l'audit, il peut créer des sous-sections par compétence. Genre le juriste, il va répondre uniquement, il aura accès uniquement aux items du juridique. Et là, on a les différentes diagrammes radar, des étapes qui permettent, avec les pondérations, les priorités, qui permettent d'alimenter les différents diagrammes radar. Je vais vous montrer plutôt, et donc on peut modifier même les réponses. Les réponses, on peut mettre des oui de manière optimale, et il a un score de 4 sur 4. On peut tout modifier, le scoring. On a des réponses oui partiellement, ça sera un score de 2 sur 4. On peut avoir des tempêtes différents, on peut modifier aussi la nature des réponses. Je vais vous montrer, pour finir, la supervision. Voilà. Là, je vais vous montrer, je suis quelqu'un qui suis en train de remplir mon questionnaire. Je suis le chef de projet, tac. Là, il a répondu déjà à 148 items sur 93. Il clique sur, admettons, je ne sais pas moi, cette réponse, tac. Donc là, il a coché ça, ok. Next, il peut répondre. On peut naviguer les différentes réponses, donc les 200 items, soit par cet onglet-là, soit directement par la liste déroulante en dessous, où on voit tous les items mis en place et on peut répondre. Et on save au fur et à mesure. Et pour finir, je vais vous montrer l'Adel Report.
Et là, c'est un peu on a une des deux qui est en train de travailler où on va encore apporter une brique encore plus statistique, où on va pouvoir évaluer et comparer même des projets entre eux. Ça peut être des items entre eux au fur et à mesure. Donc là, je prends la démo. La démo. Là, c'était plutôt dans sans réquest innovation, je pense. Completed. Tac. Voilà. Et là, on a un outil qui peut être utilisé directement pour voir, avant de générer, on peut générer le rapport aussi par là. Et on peut voir aussi les différents scorings directement sur cette application-là et qui permet, si vous l'avez en continu, suivre les choses au fur et à mesure. Voilà, c'est toujours le même problème de mon Internet qui rame un peu. Et vous allez après, par contre, après, dès qu'on télécharge pour un axe, on télécharge pour tous les axes. Donc voilà, là, vous avez directement le tableau de bord qui apparaît avec les scores, les sous-scores et les différentes éthiquement acceptables ou pas. Et là, on a les différentes notions, tags, thématiques qui apparaissent. Voilà, c'est un outil qu'on développe de plus en plus. Il faudrait que tu montres, Jérôme. Voilà, j'ai fini avec la démonstration. Voilà, c'est quelque chose qui a été maintenant éprouvé depuis des années et qu'on fait évoluer aussi au fur et à mesure avec les retours d'expérience des clients, que ce soit même les templates, parce qu'il suffit qu'il y ait des items qui sont non applicables, parce que on le réajuste au fur et à mesure. Donc, ce qui est important dans l'état d'esprit, c'est que cette labellisation ou cet outil d'amélioration continue, ça s'appuie sur une techno qui est totalement flexible et évolutive au fur et à mesure. Et c'est bien là le principal, parce que sinon, ça devient vite obsolète avec ce contexte, ces évolutions de technologie qui croît de manière exponentielle. Je te redonne la main, Magali. Merci. Il faudrait que tu arrêtes de partager ton écran, s'il te plaît. Ouais, je peux le faire. Voilà. Je pense que là, c'est le partage est fait. Le départage est fait, pardon. Parfait, parfait. Donc, normalement, vous devriez... je vais remettre ma caméra, c'est plus sympa. Normalement, vous devriez revoir la présentation. Est-ce que c'est bon? Tout le monde la voit? Oui? Oui. Oui, ok, super. Donc bon, très rapidement, moi je vais juste faire une petite parenthèse sur la partie algorithmique, donc pour bien comprendre un peu ce contexte éthique. Et ensuite, je donnerai la parole à Manuel qui vous fera part de son expérience justement de labellisation, pourquoi il s'est fait labelliser, dans quel contexte, et l'avant et l'après. Alors, pour compléter un petit peu cette histoire d'éthique du digital, comme expliquait Jérôme, la première partie, c'était vraiment sur tout ce qui était partie systémique, c'est-à-dire système, traitements digitaux. Alors, moi, dans ma formation, donc, moi, j'encadre des équipes de data scientists, donc on travaille autour de la data science et de l'algorithmique. C'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, on part d'un constat, un constat global, un contexte. Alors, il n'y a pas que moi, Magali, qui fait ce constat, mais on se rend bien compte que de plus en plus, aujourd'hui, la transformation numérique des entreprises et la digitalisation amènent au développement et au surdéveloppement de modèles d'intelligence artificielle dans tous les domaines. Et du coup, se posent des questions d'engagement moral et éthique de ces usages. Donc, en parallèle, avec l'arrivée en 2018 de cette mise en œuvre de la réglementation RGPD, c'est vrai qu'on s'est reposé la question des données personnelles, mais surtout des données derrière les grands axes RGPD de moralité. Et du coup, si on fait le parallèle par rapport au développement, et moi, en tant que data scientist, se pose les questions justement dans la manière dont on développe, quelle moralité je mets derrière, quel encadrement je mets autour de mon algorithme. Est-ce que je me suis posé les bonnes questions au moment du développement? Est-ce que j'ai posé le cadre pour vérifier que la représentativité est bien équilibrée, qu'il n'y a pas de biais, que ce soit des biais des données d'origine, des biais en sortie, des biais de contexte. Tout ça pose des véritables interrogations dont on parle aujourd'hui, que tout développement devrait poser dès le départ et qui devrait être, comme on aime bien le dire, by design.
Se posent aussi toutes ces questions générales de mixité, de diversité, d'inclusion sociale, vérifier qu'il n'y a pas d'absence de biais sociétal, on l'a dit, mais qu'il n'y a pas d'orientation prédéfinie. Donc, on s'interroge toujours de le fameux effet boîte noire d'un algorithme d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui encore plus, on va aussi se poser cette question d'engagement éthique. Donc, tout le contexte et le questionnement, c'était ça, c'était de se dire, on va essayer d'accompagner et de rajouter à toutes les recherches de Jérôme, qui sont déjà riches, qui offraient déjà un socle commun de base avec des grands axes autour de l'éthique et ces grandes familles, pouvoir, par rapport au regard des développements et des algorithmes d'intelligence artificielle, pouvoir se poser aussi les bonnes questions et être en capacité d'évaluer. Alors, moi, je ne dis pas évaluer de manière éthique, je n'ai pas cette prétention, je dis évaluer l'engagement éthique d'un algorithme et d'une intelligence artificielle. Pour ça, l'idée, c'était de se mettre dans un contexte où déjà, on allait prendre une méthodologie par étapes. Alors, la première étape, c'est de se poser les questions déjà du contexte. Le contexte en soi, donc de l'application. Comment se poser la question, est-ce qu'elle est éthique ou pas? En association justement avec la plateforme ADL, on a rajouté un questionnaire, une brique, qui permet de faire un entretien avec toute une partie aussi questionnaire en ligne spécifique à l'IA. Il faut aussi bien comprendre le contexte métier. Il faut comprendre les finalités de l'IA, et ça c'est très important parce que sans ces finalités et ce contexte métier, on ne peut pas être à même de vérifier réellement l'engagement de cette IA et en effet s'il y a une discrimination ou pas. Il faut vérifier et cadrer l'écosystème global dans lequel il a été évalué et il a été développé, cet algorithme. Et donc, il y a toute une éthique aussi à faire, un test éthique autour de le by design et le respect, du coup, des principes éthiques. La deuxième partie, là, c'est la vraie partie, on met les mains dans le cambouis. Donc là, c'est la partie vraiment du data scientist qui a développé des algorithmes et des modèles qui permettent donc d'évaluer d'autres modèles algorithmiques. Donc, on a le labo éthique Adelia et à l'intérieur, on fait dérouler en fait nos algos qui viennent tester d'autres algos. L'idée là, alors il y a plusieurs, c'est pareil, il y a plusieurs regards. Il va y avoir le regard donné, vérifier que on récupère donc des échantillons et on vérifie déjà que les données de départ, elles ne portent pas un biais ou une discrimination. Puis on regarde comment réagit donc l'algorithme, et tout ceci est basé sur des indicateurs et des métriques bien précises. On va aussi regarder à la sortie, donc il y a l'éthique des résultats. C'est pareil, il y a l'entrée, il y a pendant et il y a la sortie. Et il y a une brique complémentaire, alors ça c'est optionnel, puisque puis elle est en pleine R&D, et elle est en R&D d'un point de vue général et global aujourd'hui sur la planète. C'est ok, on a décelé qu'il y avait un biais, que c'était éthiquement pas très acceptable et que donc il y a peut-être un trou dans la raquette au niveau de l'algorithme d'IA. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et bien là, on est en train de développer, l'idée c'est de trouver des méthodologies d'atténuation de biais pour pouvoir justement lisser un petit peu et éventuellement réajuster les seuils de tolérance et d'acceptation. Et puis après, pour que tout cela devienne concret, donc encore une fois, l'idée c'est de ne pas travailler en boîte noire, mais au contraire de vulgariser un peu cette étape, cette méthodologie. Et donc, en sortie, il y a toujours une sorte d'audit, un livrable complet de l'explication des métriques de manière compréhensible pour le client, avec évidemment des préconisations aussi pour l'aider éventuellement à mieux cibler, voire à réorienter. Peut-être que, comme disait Jérôme, peut-être que c'est les données en entrée qui ont fait que l'apprentissage amené à une discrimination ou pas, mais voir que peut-être que 6 mois après, l'IA, l'algorithme, le modèle réagit différemment.
Donc, c'est un peu, alors je vais un peu vite, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour donner un peu de pragmatisme à l'éthique du digital et à l'éthique des algorithmes, et regarder sous quels angles on peut justement évaluer cet engagement éthique et comment nous, en tout cas, on l'a mis en place chez Adélia. Voilà. Alors, je vais passer très rapidement aussi les grands critères dont on parle souvent par rapport à un algorithme. Un algorithme, c'est sa fiabilité, sa qualité, sa robustesse, son interprétabilité, et évidemment les discriminations sociales. Donc, c'est toutes ces familles-là, derrière lesquelles on y met les grands piliers éthiques, et derrière lesquels on y a associé des métriques de tests avec des scores qui nous permettent, donc au même regard que les radars qu'on a vus précédemment, qui permettent de donner une idée de ce fameux engagement éthique. Voilà pour ce qui est de ma partie. Donc, pour conclure un petit peu sur toute cette partie, en tout cas pour nous, Adélia, et je donne la main après à Manuel, l'idée vraiment donc, de l'éthique du digital et du label ADEL, c'est vraiment de s'appuyer sur une méthodologie continue avec des acteurs différents. Alors, on est vraiment dans une logique de partage et de partenariat. On réfléchit, on a ces réflexions globales au niveau de la région Occitanie. On échange évidemment avec tous les partenaires connus au niveau de la région, que ce soit Occitanie Data, entre autres, et d'autres partenaires. L'idée, c'est vraiment d'avoir une réflexion commune autour de l'éthique du numérique et du digital, et de pouvoir aussi nous apporter notre déjà expertise et notre recul de ce label et de cette mise en place de cette plateforme qui vit déjà depuis quelques années, et pouvoir tous partager vers vraiment une orientation commune. C'est amener plus d'éthique pour pouvoir amener, toujours pareil, plus de sens, plus de confiance, plus de transparence dans la transformation digitale et la valorisation des données de chaque entreprise. Voilà. Alors, je vais laisser du coup la parole à Manuel pour qu'il puisse nous présenter du coup, lui, son expérience de la labellisation ADEL. Bonjour, merci Magali. J'imagine que tu poursuis la gestion des slides. Oui. Tu me dis, je tourne les slides. Je dispose de combien de temps? Dites-moi, moi je m'adapte. Vas-y. Écoute, il est 54, tu as un bon quart d'heure, et puis après, il nous restera un petit quart d'heure de questions-réponses. Voilà. Bon, très rapidement, à titre personnel, donc je suis entrepreneur aujourd'hui. J'ai fondé Codex il y a quelques années. Et la plateforme Fairjob existe depuis maintenant, en R&D depuis 2019 et puis en production depuis 3 mois. Mon premier contact avec l'IA remonte à 1990, donc ça ne nous rajeunit pas. J'étais stagiaire chez ITMI, l'Institut technologique de la machine intelligente, et c'était la grande époque de la logique floue, et mon job de stagiaire, c'est de trouver des débouchés, en fait, de faire une étude de marché pour trouver des débouchés à la logique floue, qui était le sujet à la mode à l'époque. Voilà. Alors, Fairjob, c'est un outil d'aide à la décision qui opère dans le domaine des RH, puisque vous le savez probablement, les DRH aujourd'hui sont à l'amorce de la digitalisation de leurs différentes fonctions. Et vous êtes dans un domaine extrêmement sensible, et il n'y a pas une semaine où vous verrez passer une étude qui démontre tout le côté biaisé des outils de tri de CV, etc., etc. Donc, on est dans ce domaine, dans ce contexte, un besoin de digitalisation et une vraie réticence à aller dans cette direction de la part des décideurs. Donc, Fairjob a été conçu d'emblée comme un outil d'aide à la décision. Je reviendrai là-dessus, c'est une notion importante. Et en fait, basiquement, on trie des CV. Donc ça, vous connaissez le principe. Vous avez un stock de CV, vous vous faites lire automatiquement par la machine, et puis ça vous sort une classification pour vous aider à détecter les CV les plus adaptés à votre offre d'emploi. Alors, il y avait 2 choses à résoudre, parce qu'en fait, au-delà des mots, on s'aperçoit que ces outils ne sont pas très pertinents dans un certain nombre de contextes. Dès qu'on sort de l'IT, etc., ça ne fonctionne pas très bien.
Donc l'idée là, c'était justement de proposer un outil de la décision qui soit performant sur des métiers différents de ceux qu'on rencontre habituellement dans ce genre de process. Là, en l'occurrence, la machine tourne, enfin la plateforme tourne pour un opérateur bancaire, pour une banque, hein, tout simplement, une banque française, une BFI, donc avec des métiers assez sophistiqués dans l'analyse du risque, de la compliance, etc., etc. Donc ça a démontré qu'on était beaucoup plus précis que tous nos petits camarades là-dessus. Mais l'autre contrainte qu'on s'était imposée d'emblée, c'était d'être éthique. Alors, à ce moment-là, le terme était, dans notre esprit, recouvrait 3 notions. Transparence et critères de tri, c'est-à-dire qu'on doit être capable, à la sortie du traitement du CV, de dire pourquoi, enfin sur quels critères il a été jugé, ou évalué, pardon. Équité de traitement, ça voulait dire pas de biais. Et donc là, ça excluait du traitement final des CV toute approche de type machine learning. Donc c'est pour ça qu'on utilise de l'IA symbolique hein, sur cette partie-là. Et traçabilité des décisions. Alors pour 2 raisons. C'est être capable effectivement de s'assurer que, enfin de retracer finalement la manière dont on a évalué un CV. Et le fait de tracer la décision permet aussi d'accumuler des données comportementales. Je ne parle pas de cookies, hein, mais tout un système de traçage des différentes étapes de la décision. Et derrière, de proposer des indicateurs finalement, qui permettent d'améliorer ou d'inscrire ces comportements de décision dans une logique de progrès continu. Donc ça, c'est vraiment le deuxième volet qu'on mettra en place au fur et à mesure que les données s'accumuleront. Donc, la plateforme, sa conception a été inscrite dans ce cadre-là, en fait, hein, donc de performance de tri. Et c'est là où on parle de productivité et d'amélioration de la qualité de sélection des CV avec le client. Et on le rassure sur le fait qu'on ne lui propose pas une boîte noire qu'il ne maîtrise pas et qui produirait des résultats encore moins maîtrisables. Donc, tout le travail a consisté à produire une architecture d'IA qui s'assure hein, à la fois la performance de tri et du respect de ces contraintes de transparence, d'équité, de traçabilité. Et c'est là où on a passé quelques mois à produire ça. Donc, c'est une IA multicouche. Hein. On a une première couche de traitement du CV basique, hein, donc traitement de l'image et traitement du texte, et ça, on le sous-traite, c'est le parsing. Et puis ensuite, il y a 2 couches de traitement, c'est-à-dire qu'on compare le contenu d'un CV avec la requête, finalement, le profil de recrutement. Et dernière couche, on y applique un score. Et la dernière couche est clairement liée à de l'IA symbolique et un calcul déterministe qui exclut tout biais. Bon, à l'origine, j'imaginais monter un comité éthique dans lequel chacun des clients de la plateforme aurait sa place pour s'assurer de la bonne gouvernance de l'ensemble. Bon, ça n'a jamais rencontré le moindre écho. La notion d'éthique intéressait les clients ou les prospects, mais le comité éthique, non. Et donc, en début d'année, lorsque s'est posé la question du site vitrine, puisqu'il existe, il sera en ligne la semaine prochaine, hein, le site Fairjob, je suis revenu sur ces sujets éthiques et en fouillant, j'ai fini par découvrir Adelia et le label Adel, donc, qui sanctionne une éthique digitale. J'ai donc pris contact avec Jérôme, ça devait être en février, et on a convenu, on s'est mis d'accord sur un processus de certification de la plateforme Fairjob. Magali, si tu peux passer au slide suivant. Voilà. Donc, on a démarré courant février, on va dire. En tout et pour tout, le processus de certification a duré 3 semaines. Alors, ce qui est plutôt très bien, c'est que l'audit est cohérent avec l'ensemble des approches d'IA à disposition. C'est-à-dire que, je rappelle ici, mais j'ai affaire à des connaisseurs, que l'IA, ce n'est pas que du machine learning, il y a quand même beaucoup d'autres disciplines, il y a de l'IA symbolique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'audit fait bien la part des choses entre ces différentes approches, ce qui permet d'évaluer assez justement, finalement, la conception de tout service hein, fondé sur de l'IA. Deuxième point que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est que certes, il y a l'algorithme, mais c'est bien toute la chaîne de traitement des données qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est
effectivement pris en compte et ça permet d'évaluer, mais ça c'est ce que Jérôme et Magali ont mentionné, hein, c'est la notion systémique finalement du traitement qui est en jeu et qui est bien prise en compte dans l'audit. Dernier point que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'on s'inscrit bien dans un environnement sociétal, social, économique, peu importe, et qu'effectivement, de commencer à déléguer un bout, tout ou partie d'une décision à une machine, ce n'est pas sans conséquence. Hein. Ça, on le voit bien, et je pense que les entreprises, les organisations ont encore du mal à appréhender la profondeur de la transformation que cela va occasionner dans leur fonctionnement. Et ça aussi, je trouve que l'audit le prend bien en compte. Et notamment, nous, on l'a transcrit à travers la charte éthique qu'on a produite, puisqu'on ne l'avait pas, sur l'articulation homme-machine dans la prise de décision. Donc, au-delà de l'audit, il y a de manière assez normale la production de documentation. Donc, dans notre cas, les 3 semaines s'expliquent aussi par le fait que tout était prêt, sauf la charte éthique. Et on en a profité pour l'écrire, ce qui n'a pas été très complexe non plus, puisque la conception d'ensemble était bien calée sur cette notion d'éthique. Donc, on n'a pas eu trop de mal à produire ce dernier document. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on est face à un appareillage conceptuel extrêmement cohérent, solide. Donc, ça permet de bien cerner les enjeux associés à l'éthique digitale, parce que ça permet de mettre des notions très concrètes derrière ça, d'identifier les points critiques. Donc, ça, c'était plutôt, on va dire pour l'essentiel, ça a été une confirmation de ce qu'on avait anticipé, puis il y a 2-3 points qui ont été soulevés, et c'était plutôt intéressant. Et puis donc, évidemment, on a toutes les zones d'amélioration du service du point de vue éthique, notamment ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'était la mise à disposition des données accumulées, générées, donc la mise à disposition de programmes de recherche ou de statistiques d'entreprise ou nationales, peu importe. Et ça, c'est un point que je n'avais pas vraiment anticipé, mais que j'ai trouvé plutôt pertinent. Voilà, donc, ce que je dis là, c'est que si votre système a été d'emblée conçu avec ce souci d'éthique, le processus de certification n'est pas très lourd. Si évidemment vous êtes parti avec un système qui ne respecte rien ou qui n'avait pas anticipé ça, là, je pense que c'est une autre histoire, mais ce qui est finalement assez cohérent avec le sérieux de la démarche. Voilà, Magali, si tu peux passer au dernier slide. Alors, une fois le label acquis, j'ai envie de dire, j'en ai parlé avec mon premier client qui a trouvé ça, qui a réagi très positivement. Et je dirais que ça confirme l'intuition que j'en avais, c'est que c'est l'offre qui crée la demande. C'est-à-dire que l'éthique peut être un mot valise, hein, tout le monde fait de l'éthique aujourd'hui. Appliquer de l'éthique digitale, c'est déjà moins simple. Et lorsque vous pouvez faire valoir le fait qu'un tiers a confirmé que votre démarche, votre conception et votre utilisation du service se conforme à un certain nombre de principes très concrets, eh bien en fait, ça rassure tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'une DRH, lorsqu'elle met en place ce type d'outil, elle s'expose quand même à un questionnement qui peut être assez rugueux de la part des organisations syndicales en interne. Notamment, c'est vrai pour le recrutement, mais ça va être encore plus vrai lorsque vous outillez des programmes de mobilité interne, où là, vous êtes questionné au quotidien sur vos procédés, vos méthodes, etc. etc. Donc, le fait de proposer une DRH aujourd'hui, un outil d'automatisation de telle ou telle tâche qui s'avère être certifié, labellisé éthique, digitalement éthique, c'est rassurant pour ses clients et ses donneurs d'ordre. Hein. Donc, aujourd'hui, je suis à peu près convaincu que si dans 2 ans, puisque le label a une durée de validité de 2 ans, j'annonçais que j'avais abandonné toute notion de labellisation, je suis à peu près certain que ce serait perçu comme une régression. Et j'aurais à expliquer pourquoi. Ah, pardon, non, je n'ai pas fini. Magali ? Ouais. Vis-à-vis des prospects,
Je pense que c'est un avantage compétitif. C'est-à-dire qu'à performance de tri égale, aujourd'hui, une DRH privilégiera un système qui est certifié. Ça me paraît certain. J'ai parlé donc de la marque employeur donc vis-à-vis de l'interne, mais vis-à-vis de l'externe aussi. C'est un élément que vous pouvez, en tant qu'entreprise, faire valoir en disant que vos services automatisés de présélection, de traitement des candidats, des candidatures, a été certifié. Là aussi, je l'ai testé auprès de quelques DRH dans mon cercle de connaissances et clairement, ça réagit très positivement. Donc, au total, là où vous pouvez avoir encore des hésitations à automatiser des tâches de cette nature, cela peut aider finalement au passage à l'acte. Moi, finalement, ça fait maintenant 6 semaines qu'on travaille ensemble avec Jérôme et Magali. Moi, le point d'amélioration le plus net, c'est de renforcer la visibilité du label, parce que on voit bien qu'on est à l'amorce de quelque chose. C'est une préoccupation qui est croissante. Je ne crois pas du tout au discours lénifiant qui consiste à dire que les gens vont s'habituer à être traités par les algorithmes. Non, je pense que les gens, plus ils vont être matures par rapport à ça, et plus ils vont être exigeants vis-à-vis du traitement. Enfin, ça, c'est ma conviction entrepreneur. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est l'option que j'ai choisie. Et donc, il y a tout intérêt à renforcer la visibilité et le poids de ce label ou de ces labels, de ces labellisations dans l'usage des algorithmes, notamment d'IA. Ça me paraît évident. Voilà, j'ai été bref, mais je pense vous avoir restitué à peu près l'essentiel de la démarche, du contexte et puis du résultat produit. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Magali, beaucoup. je te rends la main. Merci beaucoup, Manuel. Ouais, bon, je vais arrêter le partage d'écran. On se voit tous. Donc, merci pour ton intervention et ton témoignage. Bon, je vais laisser la parole à Simon parce que je suis certaine qu'il a des choses à dire. Et surtout, si vous avez des questions, il y a aussi le chat, donc n'hésitez pas. Simon, à toi la parole. Ouais, merci Magali. Excusez-moi, j'ai raté le démarrage, mais merci beaucoup pour toutes les présentations là, très intéressantes qui permettent de mettre un peu un vrai contenu sur un sujet qui est, comme l'ont dit aussi bien Jérôme que Manuel que Magali, parfois un peu flou. Moi, j'ai pas mal de questions pour Manuel parce que du coup, ça nous replonge dans le concret de la chose et effectivement de comment on opère ça. Une remarque tout d'abord par rapport à ce que vous avez dit à la toute fin. Je pense qu'il y a deux sujets qui sont extrêmement importants. C'est effectivement, la visibilité du label et donc quelque part d'arriver à le faire connaître, mais aussi la capacité à l'opérer. Et on voit que les deux sujets, pour avoir un petit peu d'expérience là-dessus, avec un label qui avait été monté par Digital Place, donc prémisse de Digital 113, autour du cloud. Parmi les raisons de l'échec, en tout cas, on a vu, c'est l'incapacité à le porter à plus haut niveau, alors que la plateforme, il y avait une plateforme derrière qui était extrêmement bonne. Et à l'inverse, il y a un label qui s'appelle Label ENR qui marche bien. Il marche bien pourquoi? Parce qu'il est porté à la fois par des acteurs privés qui opèrent et qui font leur business, comme le font très bien Jérôme et Magali, et à la fois des acteurs plus publics qui sont plus là dans des objectifs et des enjeux de vulgarisation. Et comme l'a bien dit Manuel, on voit bien que les citoyens que nous sommes tous, on est de plus en plus sensibles à ces sujets-là. Et donc, il y a un mix entre les deux. Donc, je trouve que l'équilibre est intéressant. Je reviens sur la partie labellisation. Vous avez dit, en fait, on avait déjà documenté beaucoup de choses et donc ça a facilité le travail de labellisation. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Qu'est-ce que ça veut dire documenter des démarches éthiques ou des algorithmes et qu'est-ce que vous aviez déjà fait finalement au départ? Alors, sans rentrer dans les secrets, on va dire, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent plus des règles, des bonnes pratiques. Et comment on les documente, comment on les diffuse au sein de la société. Je ne sais pas quelle est la taille de vos structures, mais c'est un peu sur ces éléments-là que je suis curieux, à la fois la formalisation et finalement la surveillance de leur mise en œuvre derrière. Vous avez votre micro coupé. Voilà. Alors, je n'ai plus la liste complète en tête que Jérôme m'a réclamé, mais il y avait une douzaine de documents, je crois. Une douzaine à peu près. Et notamment, donc sur les 12, on va dire qu'il y en avait 10 qui étaient prêts. Il me manquait deux choses, la cartographie des risques. Donc ça, je l'ai produit assez rapidement. Et puis, il manquait une charte éthique. Alors, sur la partie algorithmique, en fait, on avait d'emblée posé un certain nombre de principes.
Et aujourd'hui, la plateforme, on va dire que basiquement, il y a un front-end qui est un front web, hein, donc il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Ah, il y a un enjeu d'ergonomie, de restitution des données, des résultats. Donc ça, on l'avait plutôt travaillé. Et puis, il y a tout le back-end qui, en fait, embarque toute la partie algorithmique, calcul, et puis donc tout le traitement en fait, du CV pour le classer ensuite. Ça, en fait, ça c'était mon exigence, parce que là, j'ai quand même un long passé dans une grosse ESN, donc on sait documenter un projet, etc. etc. Et donc, il y a un document back-end qui décrit, mais dans le détail, en 40 ou 50 pages, vraiment la manière dont on traite le CV. À partir du moment où Jérôme me réclamait, entre guillemets, ce type de document, c'est là où je dis c'était prêt. Et c'est là où le document n'est que descriptif, finalement, des parties pris de conception que l'on a adoptées. Et c'est là où on peut vérifier que notre système complet de traitement de la donnée, au moment de l'évaluation, parce que finalement, il y a plein d'étapes là-dedans, on est bien sur un algorithme de type déterministe qui donc exclut tout type de biais, etc., etc. Donc, la documentation in fine, très concrètement, elle n'est rien d'autre que, je dirais, les specs fonctionnels détaillés du système, mais qui décrit vraiment les différents cas d'usage, les différentes situations qu'on peut rencontrer et toutes les précautions qu'on a prises pour éviter tous les phénomènes que l'on connaît. À partir du moment où on utilise du machine learning, on fait des stats. Hein, donc, à partir de là, les biais sont je dirais, nativement intégrés dans les systèmes. Donc, voilà, donc il manquait deux choses, cartographie des risques, mais ça n'a pas été très long parce qu'on avait quand même… Alors, comme notre premier client est bancaire, on a produit aussi beaucoup de choses quand même pour ce client, hein, puisque vous imaginez que l'audit RSSI n'est pas anodin. Comme c'est une banque qui opère aux US, il y a une réglementation qui impose à toute banque de déposer, de déclarer tout modèle utilisé. Donc, comme nous, on propose un modèle, on va être soumis à une validation du modèle. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui avaient été préparées par besoin, hein, du fait que ce client, la nature de ce client impose des contraintes de fonctionnement très fortes en fait. Hein. Donc toute la partie RSSI était déjà instruite. Et donc, il y avait déjà une bonne réflexion sur le modèle, sur sa présentation. Voilà, donc, il n'y a pas de choses mystérieuses en définitive. Hein. Ce n'est que de la documentation que n'importe quel client est susceptible de vous réclamer. Celle sur laquelle on avait peut-être travaillé de manière particulière, c'est la partie algorithmique, mais parce que c'était posé finalement comme un préalable à notre démarche de R&D, en fait. Alors, là où je pense que, encore une fois, si vous n'avez pas d'emblée posé ces bases-là, ça peut devenir assez laborieux, ça c'est clair. Comme toute démarche transverse dans l'entreprise, si on ne la structure pas dès le départ, c'est complexe à modifier. Et du coup, je continue tant que je ne vois pas d'autres questions, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions également, à démuter ou lever la main. Comment vous assurez effectivement que vos collaborateurs respectent bien la charte ou les bonnes pratiques, ou en tout cas les règles de développement, pour ne pas introduire de biais par malveillance, je dirais, ou par inconscience, puisque j'imagine qu'en termes de management, de RH, le discours doit infuser régulièrement dans la tête de vos collaborateurs. Alors là, vous touchez un deuxième point particulier de Codex. C'est une boîte qui est 100% réseau. Je n'ai aucun salarié. D'accord, en plus. C'est-à-dire que tout est sous-traité. Le build est fait en Inde, le run est fait en France, la sous-traitance, le parsing est fait en Hollande. Voilà, c'est un choix. Alors, c'est un pari. À mon âge, on va dire, on a envie de prendre ce genre de pari. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais faire croître la boîte avec ce modèle-là opérationnel. Alors, ça m'évite énormément de sujets, parce que comme tout startup, le problème, c'est de recruter, etc., etc. Là, l'équipe de data scientist est en Inde. Voilà, le consultant RSSI, je l'utilise quand j'en ai besoin. J'ai tout sous-traité. On verra jusqu'où ça pourra tenir. Et donc, hormis mon temps de travail, tout est fait comme ça. Du coup, cela impose effectivement des règles très particulières d'accès aux plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, chaque client a sa propre plateforme de prod. Tous les accès sont totalement sécurisés. Et toute la partie algorithmique a été traitée une bonne fois pour toutes. Et j'ai envie de dire, à partir de là,
le système échappe à ses concepteurs, il fonctionne et il n'y a plus d'intervention sur le système. Donc, il n'y a pas de… Alors, oui, après, vous allez me dire, il y a toujours l'intention malveillante. Bon, oui. Par là, on a sécurisé la plateforme et puis on retombe dans le champ du RSSI d'une banque, quoi. Voilà. Et Ma question était plus sur l'aspect éthique, hein, parce qu'effectivement, RSSI, on comprend bien, mais en fait, si je reviens à la partie éthique, on l'a traité d'emblée avec cette équipe data scientist en Inde. Et en fait, d'emblée, si vous voulez, on s'est attaché à trouver des solutions et des solutions technologiques qui permettaient effectivement de s'assurer qu'on avait un traitement éthique de bout en bout des CV. Donc, notamment, on a fait un gros travail de sourcing du partenaire de parsing pour s'assurer que 100% de l'info contenue dans un CV était bien dans le fichier JSON qui sortait de la machine, pour que nous, d'ailleurs, on puisse fabriquer un extracteur qui exploite 100% de l'information du CV. Donc, il y a eu tout ce travail de R&D tout au long qui a sécurisé en fait cette dimension-là. Je parle bien de dimension éthique, hein, on est bien d'accord. Merci pour les précisions. Mais c'est 8-9 mois de travail, s'assurer qu'on est capable de produire ça. Ouais. Dernier point, on n'a pas inventé d'algorithme d'IA. Tout existe. Vous avez des bibliothèques en open source considérables. Donc, on est plutôt parti de ce qui existait. Par contre, on l'a assemblé d'une certaine manière. Et c'est cet assemblage-là qui nous a pris du temps pour s'assurer que tout fonctionnait, qu'on délivrait bien la promesse. Super, merci. Ok, merci. Moi, j'ai une remarque, si vous voulez. Vas-y. Vous m'entendez? Oui. Oui. En fait, c'est plus une remarque par rapport à ce que Simon vient de dire précédemment. Concernant le développement, parce que du coup, moi, avec Adèle, puis maintenant Adélien, du coup, j'ai quand même éprouvé tous ces process de labellisation. Et c'est vrai que je le rejoins sur un de ses propos en disant que l'avantage, en fait, je suis convaincu, moi aussi, que le développement au niveau national, voire même international, de process de labellisation passe, je pense déjà par une entité, une structure qui peut être privée, mais qui doit être alimentée par de la recherche universitaire ou autre, parce qu'il faut que toujours il y ait une évolution, une maturité, et faire progresser les labels, parce que le contexte change, les évolutions technologiques changent, même le contexte économique, sanitaire ou culturel. Et par contre, ça, c'est un gage de réactivité, de financement aussi, d'y aller vraiment, d'être aussi je pense, à l'écoute encore plus du terrain de la société civile et répondre au mieux aux attentes et aux besoins des entreprises, voire des citoyens directement. Mais le bon développement de ça, pour que ça marche, donc il faut avoir, donc moi c'est ce que je fais depuis maintenant 10 ans, on a publié plus d'une centaine d'articles scientifiques national ou international sur le sujet, en tout cas, et des ouvrages aussi collectifs ou autres sur cette thématique. Mais ça passe aussi, et c'est pour ça aussi qu'on travaille aussi avec au niveau du ministère de la Santé, parce que ça doit passer aussi par une accélération ou une mise en lumière ou en éclairage ou un potentiel caution, on va dire, des instances publiques, que ce soit même au niveau régional. On a dit qu'on travaille aussi en échange avec d'autres acteurs. On a parlé aussi de data, mais ça peut être aussi avec d'autres clusters ou autres, ou d'autres acteurs de l'écosystème. Et l'idée, c'est de créer vraiment une vision commune. Et ça doit être porté par aussi, au-delà d'entreprises privées ou d'un groupement de structures privées ou semi-privées, par un territoire, des institutions aussi, parce que ça dépasse largement le côté local d'une entreprise ou d'un groupe. Manuel l'a très bien dit, ça touche aussi à la citoyenneté, aussi aux personnes qui disent qu'est-ce qu'on fait de mes données. Et donc, du coup, dans le jeu, même on voit dans les commissions européennes,
fais des conférences au niveau européen, c'est des sujets qui se développent. Et le bon développement d'un label, ça doit être un maillage privé, public, université, dans ce sens-là, en termes d'écosystème. Ça, j'en suis persuadé que c'est un ensemble d'acteurs qui poussent aussi. Et parce qu'il y a un problème, il y a un vrai besoin de mise en lumière, aussi avec les médias, mais aussi d'écrit dans le quotidien, mais aussi d'acculturation, de sensibilisation de la société. Et donc ça, c'est la sensibilisation de la société, c'est quand même aussi le rôle des pouvoirs publics, avant tout, mais les acteurs privés de labels ou autres peuvent être là pour justement faire un éclairage et des use cases et de sensibiliser là-dessus. Pour finir avec ça, j'ai des sociétés, un groupe qui m'a demandé peut-être, il serait intéressé, donc on est en train de co-rédiger un livre blanc sur ce sujet. Bon, c'est quand même à destination de leurs clients ou autres entreprises, donc c'est assez un public sensibilisé. Par contre, c'est vrai que il y a des projets en tête de rédiger, de construire des formats plus grand public sur ces problématiques-là, ces enjeux et ces risques éthiques. Ça peut être une forme d'une bande dessinée, de tutos sur Internet. Le ministère est en train de faire un atelier sur justement des tutos dans ce sens-là pour sensibiliser. Et donc, je pense que c'est un ensemble d'acteurs finalement qui permet de développer vraiment ces démarches de labellisation et la bonne acceptation. C'est ça que je voulais dire aussi, et la bonne compréhension. Oui, l'acceptation. Après, on est quand même dans un monde économique et donc c'est important que ce soit porté par des entreprises. Et je trouve que de ce point de vue-là, le retour de Manuel est intéressant parce que c'est ce qu'on voit beaucoup quand on est une petite entreprise. Le fait de mettre un label favorise en fait la compréhension ou la différenciation par rapport à des grands groupes. Moi, ce que je trouve pour être passé par là à un moment donné, c'est que il faut quand même arriver effectivement à bien expliquer le label et que l'interlocuteur en comprenne le sens et l'objectif, ce qui n'est pas forcément ça. En tout cas, la légitimité en tant que telle. C'est là où les pouvoirs publics sont intéressants. Mais là, Manuel, ce que vous avez l'air de dire, c'est que vos interlocuteurs, quelque part, sont déjà un peu à la recherche de solutions qui, plus ou moins nativement, prennent ce sujet en compte parce qu'effectivement, il y a des lois déjà qui obligent à une égalité de traitement. Donc, il y a effectivement un environnement peut-être général particulier dans le monde des RH et des traitements des CV. Oui, alors je pense que dans l'entreprise, la fonction RH est particulièrement sensibilisée à ces problématiques. Encore une fois, elle subit la pression de sa DG pour digitaliser la fonction, parce qu'aujourd'hui, elle est quand même relativement en retard. Mais de l'autre, c'est aussi la DRH qui va devoir s'expliquer vis-à-vis des OS sur le fonctionnement de tel ou tel outil mis en place. Plus le fait que la DRH est aussi celle qui en titre est la gestionnaire de la marque employeur. Donc, c'est pas anodin. Donc, on se retrouve face à des professionnels qui sont de toute façon intuitivement sensibilisés à ces sujets. Par contre, lorsqu'on parle d'éthique digitale, ça reste un sujet extrêmement confus, faut être très clair. Et c'est pour ça que nous, on l'a ramené à des choses très simples, transparence, équité, traçabilité. Ce sont des mots finalement de la langue courante qui parlent à une DRH et on dit simplement, et ça c'est tout l'intérêt du label, se dire on a eu recours à un tiers certificateur qui vous certifie que ce que l'on vous promet, c'est effectivement ce que l'on délivre. Voilà. La démarche, elle est très simple, mais je pense que ramener à l'horizon d'un business plan, ça a une valeur économique. Parce que ça facilite tout simplement l'achat, l'acte d'achat. Ça instaure un minimum de confiance dans la relation entre le prospect et la start-up. Et juste, je rebondis sur une dernière idée, c'est que moi je le vois apparaître aussi au sein de mes différents clients, notamment des grands groupes plus que des startups, parce que les grands groupes, ils ont différents départements forcément structurés, organisés, et ils ont des corps de métier multitâches et avec des fonctions transverses. On voit apparaître depuis quelques années, pas très longtemps, mais
Vous savez, maintenant, avant, les départements, les grands groupes avaient un département sur le juridique, qui était donc un juriste, forcément, qui était un avocat, souvent, qui était responsable du département juridique de l'entreprise, du grand groupe, et il faisait en même temps la compliance, des fois même la qualité, la cybersécurité, puis voire même parfois aussi l'éthique de l'entreprise. Et donc, et depuis, allez, 1 an, 2 ans maxi, il y a des départements de l'éthique qui apparaissent et où ils mettent toujours un juriste, puisque le statut d'éthicien n'est pas officiellement reconnu, entre guillemets, au niveau universitaire ou autre, c'est une chose, mais en termes de formation, ce qui pose aussi des problèmes d'outils. Hein. C'est pour ça que nous, on a essayé de concevoir, de développer des boîtes à outils justement pour ça. Mais il y a commence à avoir des formations et on nous appelle aussi pour structurer, développer. Vous avez parlé du groupe VIV aussi, qu'on développe avec eux. Ils ont développé un département ou des services autour de l'éthique, notamment du numérique, pour accompagner justement ça, parce qu'ils veulent le mieux accompagner leur transformation digitale. Et donc, du coup, ils ont identifié une vraie approche dans ce sens-là, qui est complémentaire avec le juridique et le réglementaire, mais qui est pas la même approche. Et donc, du coup, c'est une régulation et accompagnement plus qu'une sanction, finalement, ou qu'on impose des choses. Et donc, les grands groupes ont pris conscience de ça. Et donc, il y a une sensibilisation déjà des grands groupes là-dessus. Donc, je trouve qu'on va vraiment, il y a une dynamique. On parle, je commence mes travaux de recherche, il y a plus de 10 ans. Et entre 2009 et 2014-2015, associer l'éthique au numérique, je vous assure, c'était pas très naturel et très flagrant aux yeux des professionnels ou même des chercheurs, hein, des scientifiques. Et maintenant, il y a des congrès entiers, des ouvrages qui se développent uniquement, et des livres uniquement, des séminaires uniquement sur cette thématique-là. Donc, on est vraiment, je pense, dans cette tendance-là qui peut signifier. Et donc, la place des labels ou des accompagnements, des démarches comme le manuel aussi, je pense, a toute sa légitimité et son importance, quoi. Et peut-être pour compléter mon propos là, tout à l'heure, donc on a évidemment réfléchi sur la partie algorithmique, un calcul de scoring, et on a aussi réfléchi sur le fait de ne pas avoir à conserver les CV pour la moindre exploitation. C'est-à-dire que ce que l'on promet, ce que l'on délivre, c'est qu'une fois qu'une session de recrutement est close et clôturée sur notre plateforme, nous on détruit les CV, tous les fichiers afférents, parce qu'en fait, on s'est débrouillé pour tracer les comportements de décision sans avoir besoin de conserver les CV. Et ça aussi, pour une entreprise, une DRH, c'est rassurant, parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas de CV qui vont traîner sur une plateforme tierce quelque part. Mais ça nous a pris du temps. C'est-à-dire que quand vous attaquez ce sujet-là, on y a passé quelques semaines avant de trouver la bonne manière de faire, quoi. Donc voilà, donc c'est là où, au-delà ça rejoint un peu ce que disait Jérôme, c'est qu'il y a une dimension systémique derrière ça, quoi. Ok. Super. Est-ce que je vois que l'heure tourne, hein, il est 13h29, exactement 30, bim, on y est. On arrive au terme de cette présentation. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Est-ce que Marie, je vois que Marie nous a rejoint. Est-ce que Marie éventuellement voudrait rajouter le petit mot de la fin? Oui. Alors, attends, j'essaye de me... Voilà. Je réactive le son et la vidéo. Oui, tu y es, c'est bon, vas-y. C'est bon. Alors, Marie est notre 4e copilote Facto Valorisation des données. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est surtout dans le juridique. Oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avocat spécialisée dans les nouvelles technologies, donc je connais bien ces sujets. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que le RGPD, c'est plein de bonnes intentions, mais pas forcément dans le domaine éthique. Donc, c'est un appui utile, mais qui a été fait, comme toute réglementation européenne, de manière un peu mécanique et monomaniaque. Donc, ça peut être un bon support, mais ça ne règle pas toutes les questions
loin de là. Et après, j'avais une observation. Alors moi, j'avais une inquiétude pour ce type de label, mais vous avez finalement décomplexé complètement mon analyse, parce que j'avais l'impression que ce type de label était plutôt destiné à des grands groupes. Donc, tu as parlé de L'Oréal, etc. Et finalement, quand je vois l'exemple de Manuel, je me dis que c'est aussi une façon pour les PME et les petites entreprises de se distinguer des autres et de valoriser une image un peu différente. Et donc, je voulais savoir effectivement comment vous répartissiez un peu cette labellisation entre grosses entreprises qui ont besoin de faire ça pour redorer une image parfois pas flambante et des petites entreprises qui ont vraiment envie d'aller jusqu'au bout de la démarche, quoi. Alors c'est une très bonne remarque. En fait, on s'aperçoit, et au début, pour tout vous dire, au début, c'était plutôt, on était plus orienté sur le domaine de la santé avec mon écosystème et autres. C'était plutôt sur les établissements de santé. Puis après, progressivement, il y a des startups qui ont développé des plateformes digitales dans le domaine de la santé ou autres, qui étaient intéressés pour d'autres choses aussi. Intéressés pour, comme l'a très bien dit Manuel, pour une différenciation aussi par rapport à des concurrents qui font à peu près les mêmes prestations, et donc du coup pour se différencier, pour apporter plus de confiance aussi vis-à-vis des potentiels clients, mais aussi il y en a qui voulaient faire juste après un tour de table pour un futur levée de fonds d'investisseurs, et le fait d'avoir cette brique-là en disant, et souvent on m'a dit, cette brique-là, en fait, ce label, ça peut compléter, vous savez, les grilles ESG ou ICR des fonds d'investissement, parce qu'ils n'ont pas à savoir, avant d'investir sur quelque chose, ils font un audit, mais savoir si des fois ils vont investir sur une plateforme, sur un projet digital, et si ils ne peuvent pas s'assurer que ce qu'ils font c'est éthiquement acceptable, c'est un problème. Et donc du coup ça n'existait pas. Et donc certaines startups, en tout cas une vraiment, a clairement sa démarche c'était ça. Et ils sont très contents d'avoir ça. Mais et par contre, les grands groupes, ça va être. Alors, il y a aussi les startups qu'il faut voir. L'exemple de Codex, mais pour l'instant, il est tout seul. Mais tout le mal que je lui souhaite, c'est qu'il se développe et qu'il grandisse une multinationale. Mais au-delà de ça, c'est que le fait qu'il soit tout seul au début ou plusieurs, moi j'ai été startup au tout début. On fait 10 000 choses en même temps, Manuel, tu le sais bien, et donc on a nos casquettes, et le problème, c'est que, des fois, ils pensent faire les choses bien, mais par méconnaissance ou par faute de temps ou d'expertise, il y a des trous dans la raquette, et du coup, on leur apporte, le label apporte aussi, au-delà de ça, un accompagnement, mais aussi une feuille de route pour s'améliorer en interne. Et ça, les startups le ressentent vraiment. Quand c'est les grands groupes, eux, c'est une autre démarche encore. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire que eux, c'est encore plus, c'est les effets d'annonce aussi, de communication. Un grand groupe d'assurance, ils sortent, je sais pas moi, une voiture connectée ou une application de la maison intelligente. Ils veulent faire le buzz ou machin, et ils veulent s'assurer que vous avez bien vu, même avec le vaccin AstraZeneca, mauvaise com dès le début, tout est foutu presque. C'est un peu pareil sur de la gestion de données numériques, où pour tel projet à mettre en avant, ils s'assurent que tout soit nickel, et après ils peuvent promouvoir ça. Et donc ça peut être eux, alors ça peut être les grands groupes, c'est plus pour de la com externe et pour leurs potentiels clients et autres, mais c'est aussi, et ça je m'en suis aperçu sur le tard, pour de la com interne, pour le RSE, et où ça peut aussi avoir un double d'intérêt. La feuille de route, oui, ils le regardent et après ils mettent des actions en interne pour améliorer, mais ils sont assez structurés déjà et ils sont déjà rodés. L'intérêt pour les deux, c'est aussi par rapport au RGPD, il y a quand même des articles dans le RGPD qui mentionnent que si vous faites état de l'art, vous prouvez que déjà vous avez mis des actions en avant, notamment sur l'éthique, pour tendre vers une meilleure acceptabilité à ce niveau-là de vos projets,
eh ben, déjà, vous avez fait une partie du chemin et les enquêteurs, s'il y en a à ce sujet-là, viennent déjà avec un a priori beaucoup plus rassuré en disant, bah oui, ils ont investi de l'argent, parce que ça a quand même un coût, hein, et on fait un coût, alors juste, on ne va pas faire des commerciales, mais on fait un coût qui est proportionnel en fonction de la capacité, soit du chiffre d'affaires ou de l'entité qu'on audite ou qu'on labellise. Nous, l'objectif, c'est que ce ne soit pas un frein pour une start-up aussi, comme le RGPD peut l'être aussi plus pour une start-up que pour un grand groupe, parce qu'ils n'ont pas les mêmes effectifs et les mêmes budgets pour réaliser ça. Donc nous, on le prend en compte, on veut vraiment avoir une vision, je ne sais pas si on peut dire engagement citoyen, mais on essaie de trouver, on vend de l'éthique, on veut être nous-mêmes éthiques, entre guillemets, c'est le minimum qu'on peut faire, et on essaye vraiment de tendre sur un maximum, de fédérer, d'accompagner pour un maximum d'acteurs. Alors, bien sûr, tout le monde n'aura pas un 100 sur 100 en éthique, mais si on arrive déjà à les faire travailler en interne et qu'ils ont du 30, 40, 50% au fur et à mesure, il faut savoir qu'on part, on est au tout début de ça, on part de zéro pratiquement, donc ça va prendre du temps au fur et à mesure, mais nous, c'est notre démarche. C'est une démarche à la fois privée, mais aussi citoyenne. On essaie de trouver un juste milieu pour que tous trouvent son compte, et c'est le pari qu'on a fait en tout cas. Je suis d'accord. Pardon? Je suis d'accord. Ah. Bon, merci. Merci tout le monde. Merci Manuel. Merci Jérôme. Simon, as-tu quelque chose à rajouter ou je dis le mot de la fin? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'était formidable comme toujours. Merci à tous ceux qui sont venus. Peut-être la prochaine date, je ne l'ai plus en tête, mais c'est 15 avril, je crois. Et la thématique, ce sera... C'est le bug. Et là, c'est les bons copilotes. C'est le bug, je vais le dire, je vais le trouver. Oui, Smart Building, bien sûr, évidemment. Digital is Future, saison bâtiment, donc Smart Building, IoT bâtiment. On aura des bons retours d'expérience sur cette thématique-là. Donc voilà, on se réintègre sur la saison Digital is Future courante et on parlera de ces thématiques, probablement d'ailleurs en co-animation avec la Factory IoT. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. Merci à tous et bon après-midi et bon appétit pour ceux qui n'auraient pas mangé. Merci. À très bientôt. Bye bye à tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.